Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours on aborde dans cette émission les sujets qui vous concernent et qui concernent notre région. Notre dossier du jour est consacré à la situation financière de la région Ile-de-France. Dans une interview à BFM TV, Valérie Pécresse a reconnu ne plus avoir les moyens financiers pour tenir les promesses faites aux Parisiens et aux Franciliens. Une déclaration qui fait écho au rapport de la Chambre régionale des comptes qui pointe une caisse fortement dégradée. On fait le point sur la situation et on essaye d'y voir plus clair surtout avec nos invités autour de la table. En culture, la haine revient à la scène musicale. Après un succès tonitruant, le spectacle vibrant de Mathieu Kassovitz nous permet de revivre ce film mythique dans un show très ambitieux. De l'art de vivre enfin avec une institution parisienne mythique, les bains-douches qui se sont transformés en bains parisiens. Le temple de la fête et de l'irrévérence est devenu un palace qui célèbre tous les jours l'art de vivre. On en parle en fin d'émission. Dans une interview à BFM TV, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France, a tiré la sonnette d'alarme sur l'état des finances de la région. Elle l'affirme, elle ne pourra pas tenir ses promesses politiques avec les moyens existants. Je vous propose qu'on l'écoute, c'était le 6 novembre dernier. Je n'ai plus l'argent aujourd'hui pour tenir les engagements que j'ai faits vis-à-vis des Franciliens. Parce que toute ma trajectoire financière, elle a été cassée depuis l'année dernière par ce gouvernement. Et donc, on oui, entend que vous avez... je crie. Oui, voilà, je crie. On entend. Si on me coupe Valérie les vivres, Pécresse. je couperai les investissements. Une situation confirmée par le dernier rapport de la Chambre régionale des comptes qui fait état d'une caisse fortement dégradée sur les 5 dernières années. On va en parler avec nos invités autour de la table. Brice Sokol, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue et auteur de Comment les imaginaires transforment la France, également auteur de L'écharpe et les tempêtes qui sort aujourd'hui aux éditions de l'Aube. Merci beaucoup d'être avec nous. Jean-Philippe Fellman, vous êtes chercheur à l'IREF et Jean-Baptiste Giraud, directeur de la rédaction d'Économie Matin. Valérie Pécresse, elle le dit avec beaucoup de colère, elle tire la sonnette d'alarme. Le message est clair, la région n'a plus les moyens de ses ambitions. À qui la faute? Pour elle, c'est la faute clairement de l'État. Est-ce que c'est vrai d'affirmer que l'État a fait des coupes importantes en ce qui concerne le financement des régions? C'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux parce que, effectivement, on connaît la situation des finances de l'État, ce qui se répercute sur les collectivités locales, donc les régions, et il y a une pression de la part du pouvoir central pour voir diminuer, ou en tout cas moins augmenter, les budgets des collectivités locales. Donc sur ce point, évidemment, Valérie Pécresse a raison. Pourquoi est-ce que c'est faux alors ? Mais c'est faux. C'est vrai et c'est faux. C'est vrai et c'est faux. Pourquoi ? Parce que la question est de savoir comment l'argent est utilisé. C'est toujours la même chose. Madame Pécresse a dit, et donc effectivement, vous avez diffusé le passage, je n'ai plus assez d'argent pour tenir les engagements que j'ai faits aux Franciliens. Et peut-être qu'il ne fallait pas tenir certains engagements. Ça, c'est déjà une chose. Oui, alors j'ai le budget 2025, la présentation du budget 2025 à la fin de l'année dernière. Le titre, c'est 7 priorités pour une Île-de-France ambitieuse et protectrice. Et le terme ambitieux se trouve déjà. C'est pas bien d'être ambitieux ? Je dirais qu'il faut faire très attention quand on a quand même une dette de 6,5 milliards d'euros. Le budget de la région Île-de-France, j'ai regardé d'ailleurs sur plusieurs années, il est en gros stable, hein, c'est à peu près 5 milliards d'euros. Un petit peu moins de 5 milliards avant que Valérie Pécresse arrive à la présidence de la région. Un peu plus depuis. Et un peu plus depuis. Jean-Baptiste Giraud. Quand j'ai reçu votre invitation pour votre plateau, je me suis demandé, mais qui est Valérie Pécresse? Et j'ai cherché, j'ai regardé. Je plaisante à peine parce que vous allez voir, les chiffres sont assez édifiants. Le budget de la région Île-de-France, c'est 5,8 milliards sur une année. Dans le même temps, l'État va dépenser 100 milliards sur la région Île-de-France. Dans le même temps, les départements vont dépenser 20 milliards. Et si vous ajoutez le budget de fonctionnement des communes et des établissements publics territoriaux, c'est encore 30 milliards, voire 35 milliards. Valérie Pécresse représente 0,8%. Le budget de fonctionnement de la région Île-de-France, c'est 0,8% du PIB de la région. Et la somme qu'elle met sur la table,
pour l'essentiel des dépenses contraintes qui lui sont imposées par la loi, c'est un pouillème de l'argent public qui est dépensé en Île-de-France. Donc quand je vous dis qui est Valérie Pécresse, la réponse elle est toute simple, c'est un nain politique. Elle n'a aucun pouvoir économique sur la région, à part mettre de temps en temps un panneau sur le bord d'une route en disant la région a contribué à la rénovation du bitume de cette route. Brice Sokol, vous confirmez? Oui, alors elle a fait cette déclaration après le congrès de Régions de France qui s'est tenu la semaine dernière. Et c'est vrai que les régions sont extrêmement sollicitées. On va en parler. Alors vous avez d'une part les problématiques du budget national. L'effort qui avait été demandé l'année dernière aux collectivités locales, c'était à peu près 5 milliards et demi, ça a fini à 3 milliards et demi. Cette année, dans le projet de loi de finances actuel qui est en train d'être négocié, on part pareil de 5 milliards avec l'objectif, disait la présidente Mme Delga la semaine dernière, d'arriver à 2 milliards et demi. Donc oui, il y a des contraintes nationales sur les budgets des collectivités locales. Et d'ailleurs, Valérie Pécresse l'a rappelé également au micro de BFM TV. On l'écoute et je vous fais réagir évidemment dans la foulée. Je pense que cette créativité fiscale aujourd'hui, elle révulse tout le monde et ça donne le sentiment qu'on veut finalement, détruire ce qui marche encore. Qu'est-ce qui marche encore? Les collectivités locales. Alors elles, il faut vraiment les étrangler. Alors on vous demande, faut les étrangler Sébastien Lecornu vous demande, pas à vous, président de la région de France, à toutes les collectivités locales, 5 milliards d'économies l'an prochain. Au vu des budgets des collectivités, c'est raisonnable, 5 milliards, vous allez participer à l'effort ou pas? Alors d'abord, participer à l'effort, c'est ce qu'on fait tous les ans, puisque depuis 10 ans, chaque année, nos budgets ne sont pas réévalués à l'inflation. Moi, depuis 10 ans que je suis présidente de région, j'ai baissé de 20% à périmètre constant mes dépenses de fonctionnement. J'ai fermé 15 agences. L'État, quand ils ont fermé combien d'agences là dans les 10 dernières années, l'État? Combien? 0. Vous êtes à l'os, ça veut dire que si la contribution, par exemple, de votre région, qui n'est pas la plus mal lotie de France, la région Île-de-France... Mais bien sûr que si, c'est la plus mal lotie, monsieur Fauvel. Nous touchons 100 € de moins que la moyenne des autres régions. Je donne 1,2 milliard d'euros de mes recettes fiscales aux régions les plus pauvres. J'imagine que ça donne matière à réaction. On va commencer avec vous, Brice Sokol. Juste rappeler quand même qu'il y a une spécificité de la région Île-de-France, ça il faut le reconnaître. La région Île-de-France, c'est quoi? C'est 1/5 de la population, c'est 1/3 du PIB, c'est une région dans laquelle vous avez les départements les plus riches de France, Paris et le 92, et le plus pauvre avec la Seine-Saint-Denis. C'est une région où vous avez des sujets de transport, qui ne concernent pas que la région, mais qui concernent aussi d'autres régions. Vous avez des sujets de logement, vous avez des sujets de précarité. Donc c'est une région qui est la seule grande métropole européenne de France. Et donc il y a des obligations en matière d'investissement et de dépenses. Si je me permets d'insister, parce que c'est quand même sur ça que vous avez construit cette émission, Valérie Pécresse dit « je n'ai plus les moyens », mais la région incarnée par Valérie Pécresse et l'exécutif régional, c'est rien. La région a un poids énorme dans l'économie du pays, la région géographique, la région économique, mais la région politique est inexistante. Valérie Pécresse, elle a juste un pouvoir de blocage ou d'autorisation administratif. C'est important quand même ce pouvoir. Oui, mais ce n'est pas de l'argent. Détermine la politique de la région et donc les investissements qui sont menés. Mais le pouvoir de Valérie Pécresse, c'est autoriser, permettre ou bloquer. Mais elle n'a pas de pouvoir financier réel. Elle n'en a pas. Je pense que sa marge de manœuvre se compte en centaines de millions d'euros. Et quelques centaines de millions d'euros. Sur un budget de 5,8 milliards, de toute façon, comme en général, la marge de manœuvre, c'est 10 à 20%, vous voyez, c'est très faible. C'est ça le problème. Est-ce que je peux parler de ce qu'a dit Mme Pécresse au sujet du caractère injuste de la situation? Bien sûr. Parce que ça, c'est quand même assez extraordinaire. Alors, je voudrais dire tout de suite, je n'ai rien contre Mme Pécresse. Je n'ai rien pour. Non plus. Je n'ai rien pour, mais j'ai rien contre. Et il y a pire que Mme Pécresse au niveau des régions. Parce qu'il y a des régions qui sont largement plus mal gérées que la région Île-de-France. Je voudrais quand même l'indiquer. Ça ne veut pas dire que la région Île-de-France soit bien gérée. La question de l'injustice est quand même assez extraordinaire parce que là, Mme Pécresse est un tartuffe. J'ai vérifié pour cette émission. Elle nous dit la situation est injuste parce que j'ai en fait 100 € de moins par habitant. Bon, moi, les chiffres officiels que j'avais pour l'année dernière, c'était 70. Alors, je fais confiance à Mme Pécresse, peut-être qu'elle a raison, ça me paraît bizarre cette augmentation, mais peu importe. Parce qu'au passage, permettez-moi, mais 100 € ou 70 €, c'est juste rien. Non, mais, ça ne change pas ma vie. Certes, mais ça fait une augmentation importante en an, ça me paraît bizarre. Mais bon, peu importe. Elle nous dit c'est injuste.
Alors, à quoi est-ce qu'elle renvoie ? En termes techniques, elle renvoie à ce qu'on appelle la péréquation. La péréquation, c'est une obligation constitutionnelle par la loi constitutionnelle de 2003. Qui est-ce qui a fait adopter la loi constitutionnelle de 2003 ? Qui était le président de la République ? Qui était ministre de l'économie et des finances. C'était M. Jacques Chirac, d'accord ? Et qui était au Congrès pour voter la loi constitutionnelle ? Qui a voté la loi constitutionnelle au Congrès? Elle est passée de peu, d'assez peu, parce qu'il y a la majorité des 3/5 au Congrès. Elle est passée en gros 570 voix contre un peu moins de 300, mais la majorité des 3/5. Et dans la majorité des 3/5, il y avait une députée, une dame qui s'appelait Valérie Pécresse. Donc Valérie Pécresse se rend compte, au bout de 10 années de présidence de la région Île-de-France, que la péréquation, que je vais traduire autrement et en termes très clairs, c'est-à-dire le socialisme. La péréquation, c'est le socialisme. C'est le fait de prendre aux riches, en l'occurrence aux régions riches, pour donner aux régions pauvres. Redistribuer. Et entre les deux, de prendre de l'argent, évidemment, entre les deux. C'est ça. Et donc, Mme Pécresse, aujourd'hui, se dit, mais c'est scandaleux, mais c'est ce qu'elle a voté en 2003. Mais je pense que le sujet, ce n'est pas le principe de la péréquation. Je pense que la péréquation est une bonne chose. C'est l'effort qui est demandé C'est une solidarité. à la région. C'est l'effort qui est demandé à la région. Vous savez que la péréquation pour la région Île-de-France, la région Île-de-France assure 97% de la péréquation. C'est énorme. Oui, mais c'est normal, parce que c'est la capitale et c'est le seul pouvoir économique du pays. Non, bien sûr. On n'est pas sur un principe de moralité, on est sur un principe de réalité, si vous voulez. Mais... Donc la région Île-de-France, c'est 97% de la péréquation. Ça paraît énorme. Ce que je disais tout à l'heure, c'est une région riche, mais 97, ça peut paraître beaucoup. Vous rajoutez à ça des efforts supplémentaires demandés par l'État. Des recettes qui se contractent. Des recettes qui se contractent. Et puis, là où je vous rejoins, c'est peut-être une volonté de Valérie Pécresse d'être la première de la classe. C'est-à-dire que vous vous souvenez, la notation lui a été enlevée il y a 2 ans, notation des régions. Je ne sais pas alors si c'est A ou A+. Et là, de nouveau, son objectif, c'est d'essayer de retrouver cette bonne notation financière. Donc, je pense qu'elle a encore un peu de marge de manœuvre. Mais ce qu'elle souligne, c'est qu'entre la péréquation et les efforts qui sont demandés par l'État aux collectivités locales, ça fait beaucoup. Voilà, ça peut remettre en question une partie de ses projets, de son programme. Rien de dramatique au demeurant. En 2003, on pouvait quand même se douter que la région riche qui allait donner aux régions pauvres, ça allait être plutôt l'Île-de-France quand même. Je vous propose de remettre en perspective quand même ce que vient de dire Mme Pécresse il y a quelques jours sur le plateau de BFM TV. Quand elle dit « je n'ai plus les moyens d'honorer mes promesses », la conséquence visible pour les Franciliens, c'est une dégradation de leur qualité de vie. Non, on vient de parler, il y a quelques instants, on a dit on a 100 € de moins ou 70 € de moins par rapport à une autre région. Moi, alors c'est quoi les conséquences? C'est rien. C'est-à-dire que les conséquences pour un francilien, il se trouve que je suis francilien, j'habite pas à Paris, mais j'habite dans une ville de banlieue périphérique, je ne verrai absolument aucun changement du manque de moyens de Valérie Pécresse. C'est plutôt rassurant. Encore une fois, c'est pour mettre en perspective que ce qu'elle nous dit là, ce qu'elle fait là, c'est de la politique politicienne, mais pas une réalité comptable. Et quand vous regardez bien, il y a des voitures de police où il y a marqué financées avec le soutien de la région Île-de-France. Vous avez remarqué ces voitures tout d'un coup marquées, oui, ok. Et pareil, elle a dit, je renforce la sécurité dans les transports qui sont une compétence régionale, mais sa marge de manœuvre, c'est quelques dizaines d'agents de la sécurité dans les transports franciliens en plus ou en moins, et quelques dizaines de voitures de police subventionnées en plus ou en moins, pour vous donner quelque chose de visible. C'est quelque chose que les Franciliens ne vont pas sentir. Invisible. Non, pour revenir sur ce que vous disiez, je pense que le vrai sujet du débat, et je pense que c'est le débat qu'a voulu aussi lancer Valérie Pécresse, c'est le sujet de la décentralisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la région est devenue une vraie collectivité de proximité, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans. Avec la loi NOTRe, ses compétences se sont accrues. Aujourd'hui, si vous voulez, la confiance républicaine, aujourd'hui, elle est dans les collectivités locales. Elle est dans le bloc municipal, dans les départements. Les collectivités locales qui existent, qui sont incarnées, qui sont proches. Mais vous savez, on a fait un sondage récemment qui montre que la région, aujourd'hui, en tout cas les représentants des régions... Est un indice de confiance pour Est un indice de confiance. Il gagne 10 points en 10 ans. Non mais c'est pas inintéressant. Non mais j'entends. C'est pas inintéressant. Souvenons-nous quand même qu'on est passé de 23 à 13 régions. Donc il y a des gens qui habitent à 400 km. Qui se sentent moins connectés aussi. Je suis désolé. Mais on a de plus en plus confiance, c'est vrai, dans les instances locales de... La région, c'est quoi, Grande Aquitaine? Enfin bon, bref, c'est des régions qui ne ressemblent à rien. Le vrai sujet, c'est l'autonomie financière de ces collectivités locales. C'est ce que vous soulignez. Aujourd'hui, 85%
des recettes, enfin des finances des collectivités locales, notamment de la région, viennent de l'État, sous différentes formes. Bien sûr. C'est soit de la dotation, soit de l'impôt national reversé. Quand l'État serre la vis, ça se complique. Jean-Philippe Felman. Alors, vous faites bien de le dire, parce que c'est contraire à la Constitution. Je parlais tout à l'heure de la loi constitutionnelle de 2003. On a aujourd'hui un article 72-2 de la Constitution qui nous parle de la péréquation, à la fin de cet article, mais qui nous dit avant, qui confirme le fait qu'il doit y avoir un principe d'autonomie fiscale des collectivités locales, qui n'existe plus. Et entre autres, parce qu'il y a eu une décision imbécile de quelqu'un qui habite l'Élysée aujourd'hui, c'est-à-dire la suppression de la taxe d'habitation. Voilà. Alors, suppression de la taxe d'habitation. Supprimée puisqu'on la retrouve dans la taxe foncière maintenant. Tout à fait. Oui, bien sûr, et que certains continuent de supporter et de manière extrêmement lourde. Mais ce que je voulais dire, quand même, c'est qu'il faut quand même parler de dépenses qui sont faites n'importe comment par la région. Alors, justement, le rapport pointe du doigt, j'essaye un peu d'avancer, la volonté de la région de s'impliquer dans des domaines sur des compétences qui sont non prévues par la loi, à hauteur de 20% de son budget, notamment ce bouclier sécuritaire, 60,4 millions d'euros. On en avait pourtant dit beaucoup de bien sur ce plateau avec M. Pechnard. Les brigades de sécurité dans les lycées. C'est vrai que la sécurité est au cœur des préoccupations des Franciliens. Ils le disent, ils le répètent. Pourtant, ce que dit le rapport, c'est que ce n'est pas une prérogative de la région. Alors, la loi NOTRe a donné énormément de compétences aux régions, vous le savez. Et aujourd'hui, c'est très paradoxal. Parce que, en fait, ce que vous disiez justement, c'est que les deux sujets prioritaires des Français aujourd'hui, c'est la sécurité et la santé. Ce sont les deux sujets prioritaires. Donc on imagine dans la volonté politique de Valérie Pécresse que proposer plus de sécurité aux Franciliens, ça a du sens. Ça, pour elle, ça a du sens, c'est concret, ça a du sens politique. Et surtout, souvent les collectivités aujourd'hui et les citoyens se disent, face à la défaillance de l'État dans le domaine régalien... Nous allons nous substituer. Les collectivités se substituent. Vous le voyez bien à l'échelle... ou essaient de se substituer. Vous voyez bien à l'échelle municipale, à l'échelle des EPCI, à l'échelle des départements et aujourd'hui à l'échelle des régions. C'est-à-dire que paradoxalement, les régions vont sur la compétence qu'elles n'avaient pas initialement. Je pense redonne à la santé, les équilibres. Ouais. État plus département plus commune plus établissements publics territoriaux, c'est un total de 160 milliards d'euros de budget pour la région Île-de-France. Valérie Pécresse, 5,8 milliards, c'est plié. J'ai envie de vous dire, ce qu'elle vient de faire là sur BFM TV, c'est de proclamer la mort programmée des régions. Vous savez, on n'arrête pas de dire qu'en France, on a un millefeuille administratif beaucoup trop épais par rapport à d'autres pays européens. Eh ben, celui qui va sauter mécaniquement, c'est la région. On est passé de 23 à 13, ça s'est très bien passé. Si on passait de 13 à 0, ça se passerait aussi très très bien. Et il y aurait... Vous êtes sûr de ça ? Ben non, mais... On a 150 milliards d'euros d'économies à faire tous les ans et on a 3300 milliards d'euros de dettes à rembourser. À un moment, va peut-être falloir quand même agir. Et agir, Milei, il a pris une tronçonneuse, je propose d'aller tronçonner le siège de la région Île-de-France, pas Valérie Pécresse. D'accord, oui, merci, vous me rassurez. Jean-Philippe Felman. Oui, vous parlez des dépenses qui ne sont pas prévues pour les régions. C'est un grand principe des collectivités locales. C'est qu'en réalité, il y a une strate de compétences qui existe, qui n'est pas respectée, et pour une même chose, vous avez différents niveaux de collectivité qui interviennent. Je vais prendre un exemple, les manuels scolaires. Les manuels scolaires, ça coûte une fortune à la région. Depuis 2019, c'est pas rien, depuis 2019, il est bien indiqué que ça n'est pas obligatoire. C'est indiqué dans les documents officiels de la région qui sont envoyés aux contribuables, dont votre serviteur. Je reçois le document et je vois depuis 2019 100 millions d'euros tout de même qui sont en fait distribués pour acheter des manuels pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est pour tout le monde. C'est pas que pour. Je pensais que c'était une région sociale. Pas du tout. C'est non, c'est pour tout le monde. Même chose pour ce qui concerne les vélos. Depuis voilà, parce qu'on parle des choses très simples. Depuis 2020, 400 000 Franciliens ont bénéficié d'aides de la région pour 150 millions d'euros. Vous voyez, c'est quand même, c'est ridicule par rapport au budget de l'État, on est bien d'accord, mais par rapport à la région où Mme Pécresse est en train de geindre à l'écran en nous disant qu'elle n'arrive plus à financer ses promesses, effectivement, si vous allez sur, un dernier point, vous allez sur le site La Base, qui est destiné aux jeunes de 15 à 25 ans. Pour l'accès à la culture, non ? Oui, si on veut, la culture entre guillemets. Vous êtes dur pour favoriser l'accès des jeunes à la culture. Vous arrivez sur le portail, vous avez un petit clic aide. Oui. Vous cliquez sur l'aide, vous savez ce que vous trouvez ? 150 euros ? Non, 338 aides.
D'accord. Par la région. Donc pour je ne dis pas ce qu'il y a par votre département, par votre commune. Bien sûr. Voilà, je pourrais passer une heure à... C'est pour ça qu'il y a une vraie demande aujourd'hui. Voilà, de repenser l'ensemble de la hiérarchie des collectivités locales. Et lorsqu'on parle de décentralisation, on ne parle jamais de la réforme de l'État. La réforme de l'État va avec la décentralisation. On ne parle jamais de l'autonomie financière ou fiscale des collectivités locales. C'est un vrai sujet et on le voit encore aujourd'hui. Le sujet, c'est voilà, qui est capable de récolter les recettes. Aujourd'hui, c'est l'État qui les redistribue aux collectivités locales. Mais peut-être faudrait-il demain que les collectivités locales puissent avoir des impôts dédiés à l'échelle d'un territoire. C'est une réflexion. Vous avez tout à fait raison. Juste une chose, parce qu'à chaque fois que je suis invité, par vos soins, je vous en remercie, et que je suis invité sur les collectivités locales d'Île-de-France, je dis cette phrase extraordinaire du doyen Vedel, un grand juriste, qui disait « En France, on a décentralisé de manière centralisée ». Et effectivement, c'est le problème. Le problème, c'est qu'on a décentralisé n'importe comment. Et c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui dans... Et voilà, vous n'avez pas les compétences au niveau local et vous n'avez pas le financement au niveau local. J'aimerais qu'on écoute une dernière fois Valérie Pécresse qui parle des spécificités de la région Île-de-France et donc des efforts qui lui sont demandés. On l'écoute et on réagit en plateau. C'est qui lui ? Nous touchons 100 € de moins que les autres régions. 100 € de moins par habitant. Donc on doit faire mieux avec moins d'argent. Et qu'est-ce qu'on a en Île-de-France ? On a la région la plus jeune de France, donc beaucoup de lycées. On a des universités, des étudiants, et c'est notre compétence. On a aussi, et c'est un énorme problème, un taux de pauvreté qui est le deuxième après celui des Hauts-de-France. Deuxième taux de pauvreté de France, c'est dans l'Île-de-France. Et nous accueillons un étranger sur deux qui arrive en France, arrive en Île-de-France. Bon. Donc ça veut dire que l'intégration, l'insertion professionnelle, l'éducation, si nous ne le faisons pas, demain, nous aurons un chaudron en Île-de-France et ceux qui connaissent bien les banlieues d'Île-de-France savent très bien de quoi je veux parler. Je vous vois sceptique, mais c'est un certain nombre de réalités quand même que décrit Valérie Pécresse, c'est vrai. Et on l'a dit tout à l'heure, la région Île-de-France n'est pas une région comme les autres. C'est vrai en termes d'attractivité économique, c'est vrai aussi sur ces enjeux qu'elle soulève. Mais elle parle de la région géographique. Et non pas de la région politique. Économique, mais la région politique n'existe pas. Enfin, si, Valérie Pécresse qui est invitée sur BFM TV. Mais elle n'existe pas. Elle n'a pas de pouvoir de collecter l'impôt. On vient de le démontrer. Elle n'a pas de pouvoir de police. Non, ni les départements, ni peu les communes. Oui, mais le poids d'un département... Ça reste une collectivité locale. Oui, mais par exemple, vous parlez des communes. Un maire, il est officier de police judiciaire. Il a un pouvoir de police. Il peut décider arbitrairement de vous interner. Valérie Pécresse, elle ne peut pas interner quiconque. Elle n'a aucun pouvoir. Encore une fois, vous êtes particulièrement remonté. Non, mais je ne suis pas remonté, mais quand j'ai regardé le budget... Ça vous a amusé? Mais 5,8 milliards. Enfin, 5,8 milliards, ça doit être le ministère de la Culture. Même le ministère de la Culture a plus de sous. Mais ce qu'il faut dire, c'est vrai que dans les grandes masses, vous avez raison, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut voir l'état de l'État central. L'État central, lui, est à l'os complètement, puisqu'il dépense, encore une fois, il dépense 57 quand il reçoit 12 de moins. Donc, on en est effectivement à 50 millions, 100 millions de ci, de là. On est dans cet ordre-là. Et on n'arrive même pas d'ailleurs à faire les économies. Parce que les gouvernements n'arrivent même pas à faire les économies. Absolument. L'État central est défaillant. Le sujet, il est là aujourd'hui. Et donc, il reporte en partie la responsabilité sur les collectivités locales. On le voit sur la péréquation. Si 90% de la péréquation est payée par l'Île-de-France, c'est parce que voilà, c'est parce que vraiment l'État est défaillant. Sur la santé, l'État est défaillant. Enfin, 85% du territoire français, c'est un désert médical, il faut le dire. Et l'Île-de-France est le premier désert médical. Absolument. En France. Vous savez que les régions aujourd'hui recrutent des médecins, salarient des médecins pour pouvoir combler ce vide médical. Mais donc les problématiques que pose Valérie Pécresse sur l'éducation, sur la gestion des lycées, sur la pauvreté en Île-de-France, sur la gestion de l'immigration, sur l'intégration, c'est des problématiques qui sont réelles, indépendamment de son peu de poids politique, ce que vous décrivez. Merci de le relever, oui. Bien sûr, ce sont des problématiques réelles. Mais avec lesquelles elle doit jongler et auxquelles son budget doit répondre. Son budget doit en partie répondre, mais surtout l'État. C'est-à-dire, la sécurité, c'est du régalien, c'est l'État. La santé, c'est du régalien, c'est l'État. Pour répondre à votre question de manière plus tranchée, soit
on file 50 milliards d'euros à Valérie Pécresse. Non, mais vous riez, mais c'est la réalité. Soit on retire de la poche de l'État 100 milliards, on lui en pique 50 et on lui dit les 50 milliards maintenant, on les file à Valérie Pécresse. Elle est plus proche du terrain. Et c'est elle qui gère son budget. Et oui, évidemment, l'État dépense 100 milliards d'euros par an, c'est calculé. Mais ça, on ne le sait pas, je suis désolée. Mais moi, je suis très contente qu'on fasse cette émission parce que je trouve que ce sont des données et des informations qu'on n'a pas. Les départements dépensent 20 milliards d'euros par an en Île-de-France. Les communes et les établissements publics territoriaux, il y en a 12 en Île-de-France, dépensent entre 30 et 35 milliards d'euros. L'État, 100 milliards, Valérie Pécresse, 5,8 milliards. Donc, soit on dit, on file les sous à Valérie Pécresse, soit on lui dit « tu fermes la boutique ». Alors, là où je triche un peu, c'est vrai qu'une partie de l'argent dont je viens de parler est en partie fléchée par la région. C'est-à-dire que Valérie Pécresse, en tant que présidente de la région Île-de-France et ses vice-présidents, peuvent permettre un projet d'exister ou pas. Et donc tout le monde va par mettre sa la main à la volonté poche. politique, bien sûr. Mais à un moment, le problème, c'est que quand une décision est diluée entre 5 ou 6 donneurs d'ordre et détenteurs du la volonté chèque, politique, ça ne bouge pas. Je rappelle quand même que si l'endettement de la région s'approche des 7 milliards d'euros, on est encore loin de l'endettement de la ville de Paris. Vous envoyez tellement de piques à Valérie Pécresse que je m'en permets un petit à Anne Hidalgo. La dette de la ville de Paris avoisine les 10 milliards. C'est pas une référence. Hein. Non, je suis bien d'accord avec vous. Mais c'est peu 7 milliards d'endettement par rapport aux 10 milliards pour une ville. Et par rapport aux 3300 milliards d'euros. Non, mais c'est une des régions. Franchement, en état objectif, c'est une des régions qui est les mieux gérées de France. Franchement, notamment même si on compare par rapport à la ville de Paris, c'est encore pire. Mais par rapport à d'autres régions, elle est plutôt bien gérée. Mais encore une fois, le sujet, c'est cet État qui est défaillant. Et en fait, les Français voient bien. Ils n'ont plus confiance en cette démocratie parlementaire. On voit ce qui se passe autour du budget depuis maintenant 3 semaines, bientôt 1 mois. La confiance s'est effritée. Aujourd'hui, la confiance, elle s'est effritée à l'échelle nationale, à l'échelle parlementaire. Et par contre, elle est présente à l'échelle locale. Voilà. Et comment ce passage-là du national au local peut se réaliser de manière institutionnelle, il faut clarifier, il faut transférer peut-être d'autres compétences, il faut clarifier les strates de collectivités, et il faut surtout donner des moyens propres à ces collectivités-là. Vous dites confiance au niveau local, c'est plus exactement confiance au niveau des communes. Alors, des maires. Oui, c'est dans les maires que surtout les maires, parce que les gens connaissent les maires. Le maire, mais dans les sondages qu'on a fait, l'IFOP a fait la semaine dernière pour les régions de France, moi j'ai été moi-même surpris. Les gens, d'abord, le maire, 2, le président de département dans les régions rurales. Ensuite la région. Et ensuite le président de région. Vous avez remarqué que c'était progressif. On connaît ces présidents de région. On connaît Carole Delga, on connaît malgré tout Valérie Pécresse un petit peu. Monsieur. On connaît Carole Delga, on connaît Xavier Bertrand. Voilà. Oui, bien sûr. Mais je veux dire, le vrai sujet, c'est un sujet de poche. Elle nous dit, on me fait les poches, alors qu'elle a clairement les poches quand même assez vides. Et d'un autre côté, les gens attendent beaucoup de choses de moi, de la région. Vous ignoriez que l'État dépensait 100 milliards d'euros, alors qu'on pense que c'est Valérie Pécresse qui a les clés du camion. Je vais vous dire, c'est tout simple. Comme de toute façon, on sait qu'on ne tiendra pas éternellement à claquer 150 milliards d'euros, en plus tous les ans qu'on n'a pas, et je ne parle pas de ce qui est hors compte, hors bilan et que l'IREF remet régulièrement sous la lumière, un jour il va falloir dire, on va filer le carnet de chèques à des gens plus responsables, ou peut-être même à qui on pourra aller serrer le kiki s'il le dépense mal, parce que l'État est quand même pas un très très bon gestionnaire. Mais ce que vous nous confirmez, pour ceux qui nous écoutent, c'est que ça n'a pas de conséquences sur les Franciliens. Là, la contraction du budget de la région et les caisses qu'on décrit comme étant vides, ça ne changera rien pour les... Mais c'est ça qui intéresse aussi ceux qui nous écoutent. 2028, puisqu'on revote en 2028, l'enjeu c'est, est-ce qu'on prend à l'État telle compétence, telle compétence, et on les file à Valérie Pécresse et aux autres présidents de région. Alors pour moi, ça ne changera rien parce que moi, je contribue, mais je ne dois pas coûter très cher à la région, mais comme beaucoup de gens. Le gros problème qui se pose aussi pour Valérie Pécresse, c'est le fait d'avoir des promesses qu'elle indique ne pas pouvoir tenir. Or, le problème de l'homme politique, c'est quand même de faire des promesses pour avoir des votes. Oui, enfin, quand vous dites ça n'impactera pas, elle-même dit sur les 150 millions que je vais avoir en moins, ça va concerner quoi? L'enseignement supérieur, la recherche, un peu la culture. Elle l'a dit, elle l'a écrit, elle dit elle-même, il y aura une année blanche l'année prochaine pour les projets d'énergie renouvelable, de subvention au logement. Donc ça va quand même un peu impacter à la marge
certains franciliens. Je pense qu'il faut être honnête. Et oui, ils ont supprimé en mars 2025, ils ont supprimé les primes à l'achat de véhicules électriques. Ok, les quelques milliers de personnes qui ont acheté un véhicule électrique avec une subvention. Après, disons que ça sera des conséquences modérées. À modérer, puis c'est une question après d'arbitrage politique. Ouais. Et on aura l'occasion d'en reparler évidemment sur ce plateau. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette discussion autour du budget et des finances de la région. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Après un succès tonitruant, le spectacle La Haine est de retour à la scène musicale depuis le 7 novembre. Le spectacle vibrant de Mathieu Kassovitz revisite l'histoire du film culte éponyme et propose une adaptation aussi contemporaine qu'universelle. 3 jeunes confrontés aux difficultés de la vie, la condition des femmes et derrière ces messages politiques et engagés, une très belle ode à l'amour, l'amitié et la solidarité. Tout ça dans un show difficile à oublier, à la bande-son entêtante dont on regarde la bande-annonce ensemble. C'est parti. Tu fais quoi là? Tu veux nous griller ou quoi? Vous les anciens, vous avez baissé les bras déjà. Et Abdel Isha est toujours en observation à l'hôpital Saint-Georges. Vous voulez pas qu'on passe voir Abdel à l'hôpital? J'ai un truc à vous montrer. C'est quoi ça? C'est le flingue du cœur. Non, alors c'est toi qui l'as trouvé. Si mon frère meurt, moi j'existe de voir cette ville ensemble. Et toutes les villes ensemble. Nique ta France de vivre ensemble. Est-ce qu'on est bien ici? Traités comme des citoyens de seconde zone. Vous en avez pas marre de faire des conneries? Nous on est là pour vous protéger. Ah ouais? Vous êtes là pour nous protéger? Et qui nous protège de vous? On vit comme des chiens dans nos niches là-haut, là. Et vous faites quelque chose pour que ça change? Si Abdel meurt, moi je vais rétablir la balance. Tu crois que ça c'est ton ticket de sortie? Tu crois que ça va te sortir de la merde? Et moi là-dedans. La question n'est pas est-ce qu'on croit en Dieu, mais est-ce que Dieu croit en nous? C'est les mecs comme toi là, avec ta mentalité de vieux rappeur à la Little qui fout la tête en l'air. Quoi, t'as des leçons de morale à donner? Hein? Si t'es allé à l'école, tu saurais que s'il y a un truc que l'histoire nous a appris, c'est que la haine attire la haine. Et pour en parler avec nous en plateau, Alexander Ferrario, merci beaucoup. Et Alivor, vous êtes présents tous les deux sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. On est absolument ravis de vous recevoir. Bon, il manque Samy Belkessa, mais on pense évidemment à lui. Et on va commencer à parler de ce spectacle en parlant du film. Ce film, La Haine, qui a été unanimement couronné de succès, véritable symbole d'une génération qui a été érigée au rang de grand classique du cinéma français. Vous, quel est le lien que vous entreteniez avec ce film? Est-ce que vous l'aviez vu avant de découvrir ce spectacle et cette proposition de Mathieu Kassovitz? Qu'est-ce que vous en pensiez? Bien sûr, moi je l'ai vu et c'est ce qui m'a donné envie de faire la comédie musicale. Okay. Parce que c'est une discipline que je connaissais pas. Moi de base, je suis rappeur. Quand on m'a dit comédie musicale, La Haine, ça m'a intrigué. J'ai été curieux à l'idée. Et quand j'ai vu que c'était Mathieu et aux manettes, vous vous êtes dit, je me suis dit, allez, il y a des raisons que ça soit bien. Oui, ça peut être cool. Et moi, c'est une Madeleine de Proust un peu. C'est une manière de rendre hommage un peu à cette culture qui nous a influencés. Qu'est-ce que vous aviez pensé de ce film? Il vous avez ému, vous avez bouleversé? Oui, totalement. Totalement. Je m'étais senti identifié dans Vince pour plein de raisons. J'adore son attitude, son sens de la rébellion, son sens de l'amitié, son sens de la solidarité, de son empathie. C'est son empathie, je pense, qui m'a le plus... Donc c'est son code de valeur, finalement. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Qui entoure ce personnage. Exactement. Qui vous avez beaucoup ému. Ouais. Et puis aussi, c'est un grand film, hein, le noir et blanc, le style, tout ça. Multi-récompensé, récompensé à Cannes en 95, puis 3 prix, dont celui du meilleur film au César. On va rappeler rapidement l'histoire, si vous le voulez bien. Le film suit pendant 24 heures la vie de 3 jeunes de banlieue qui incarnent la diversité française, un juif, un arabe et un noir. On est dans une cité parisienne après une nuit d'émeute pendant laquelle il y a eu une bavure policière, laissant l'un de leurs amis entre la vie et la mort. Sur le papier, cette histoire... on a l'impression qu'elle est devenue intemporelle. Oui, elle l'est, parce qu'on est encore dans des choses comme ça. D'ailleurs, le sous-titre de la comédie musicale, c'est « Jusqu'ici, rien n'a changé ». Jusqu'ici, rien n'a changé. Voilà, et les valeurs que le personnage Vince, auquel Alexander s'y retrouvait, on a aussi beaucoup de valeurs dans le film, qui est l'amitié entre ces trois. La solidarité et l'amitié entre le multiculturel des quartiers populaires. Nous aussi, c'est des choses qui n'ont pas changé et qu'on défend sur scène. Quelle est l'image que vous faisiez de Mathieu Kassovitz avant de commencer à travailler avec lui? Puisque vous le connaissiez, j'imagine, en tant qu'artiste, qu'est-ce que ça donne en tant qu'humain? J'imagine qu'on a envie de se confronter à lui, à son envie de porter ses messages et d'être ce qu'il est finalement. Ouais,
Moi, je me fais pas vraiment trop d'image des gens quand... Vous attendez de les rencontrer? Voilà, c'est ça. D'accord. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent, il y a tellement d'avis, tout est si subjectif. Alors, quand vous l'avez rencontré, vous êtes dit quoi? Bah, en fait, au début, quand on l'a rencontré, au début, c'était vraiment en période de casting. Donc lui, il était très à cheval sur les indications, sur le côté professionnel. On n'était pas vraiment dans une relation sociale à ce moment-là, c'était plus une relation professionnelle. Et j'adore son génie, en fait. Moi, ce qui m'intéresse chez les gens, plus que leur personnalité, c'est leur génie. Et moi, c'est Mathieu, c'est un artiste. C'est ça que je voulais voir chez lui, c'est son génie. Donc, c'est bien, s'il est sympa, si on fait des blagues, c'est mieux. Mais c'est pas pour ça que je suis venu, c'est pas pour ça que je l'admire. Et c'est pour le projet derrière et pour son envie de mettre en scène ce film qui avait quand même une saveur toute particulière pour lui. J'imagine qu'il y a une forme de pression de votre côté. Je pense à vous trois quand on vous confie ce projet, quand on vous dit on va le mettre sur scène, on va en faire un show qui est un peu inédit quand même, parce qu'on va parler de cette mise en scène qui est très ambitieuse. Qu'est-ce que vous avez dit? Vous avez dit faut pas se louper, hein. Il y a Mathieu Kassovitz derrière. Il y a Mathieu Kassovitz, mais il y a surtout la pression du peuple, parce que c'est un film culte, c'est une œuvre culte. Bien sûr, tout le monde a des références et tout le monde l'attend. Exactement, donc le film il appartient même plus à Mathieu, c'est devenu... c'est intéressant ce que vous dites, il nous appartient à tous. Il nous appartient à tous, moi il m'appartenait, c'est pour ça que j'ai voulu venir faire La haine et défendre le rôle d'Hubert, un personnage auquel je m'y retrouvais, et quand je suis venu, je me souviens, j'avais dit à Mathieu, c'est moi Hubert. Hubert, c'est moi. C'est génial. Et il a braqué son rôle. C'est moi ou rien. Oui, bah voilà, on comprend mieux pourquoi vous êtes là. Voilà, exactement. Tout s'explique. Je suis un Vince caché. En fait. D'accord, ok. On va parler de la mise en scène dans laquelle le spectateur est plongé dans une ride à travers Paris et sa banlieue grâce à un dialogue absolument génial entre la scène et l'écran. Il y a 14 tableaux qui sont inspirés du film, qui sont diffusés sur un système de projection et ils dialoguent avec vous, avec évidemment les comédiens sur scène, mais vous aussi, le public, évidemment. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette idée et qu'est-ce que vous avez pensé de ce dialogue avec le film, entre le jeu des comédiens, de ce qui se passe sur scène? Comment est-ce que vous avez pensé ces interactions? Bah, nous, on ne les a pas pensées, mais... comment est-ce que vous les avez alors vécues et comment est-ce que vous les vivez sur scène tous les soirs? En fait, on se sent par des moments dans notre bulle à trois et par moments on se sent... connecté avec toute l'équipe, le décor, même la salle et même le public parfois. En fait, c'est vraiment... Ça donne quelque chose d'assez immersif quand même. Ouais. C'est ça qui est le ressenti dans lequel on se sent à trois. Mais ensuite, on ouvre le décor avec les danseurs, avec décoré, avec même une tournette des blocs qui s'ouvrent. Donc, il y a quand même quelque chose d'interactif avec le public. Bien sûr. À certains on brise moments. le quatrième mur de temps en temps. Exactement. Il y a l'écran, il y a parfois des blagues qui sont bien reçues par le public, qui nous connectent avec. Et après, on revient dans notre cocon et dans notre immersivité qui a été créée par Mathieu, parce que c'était son engagement, c'était de faire un type cinéma au théâtre. C'est très réussi. Et à mon avis, c'est réussi, ouais. Vous avez eu raison de parler tout à l'heure de la diversité de ce qui se passe sur scène, parce qu'il y a de la danse, il y a du rap, il y a du théâtre, évidemment, il y a du cinéma aussi. Qu'est-ce que ça représente pour vous de faire partie d'un show comme ça? Moi, j'ai envie de parler de show, parce que dire que c'est du théâtre, c'est faux, dire que ce n'est que de la danse ou que du chant, c'est faux aussi. Il y a évidemment cette bande originale dont on va parler, mais qu'est-ce que ça représente pour vous? Moi, ça représente une avancée. J'ai l'impression, quand on m'a parlé du projet, je me suis dit, ah ouais, c'est le futur tout ça. Et c'est très expérimental. Et je suis content que... C'est un peu un ovni. Voilà, c'est un peu un ovni. Cette expérience théâtrale. De se dire, voilà, qu'on fait un spectacle vivant, mais à la fois immersif pour le spectateur. Tout à fait. Nous, on est en connectivité entre nous, plus avec l'écran. On est en synchronisation totale avec un système de tournette qui fait qu'on a l'impression qu'on se déplace en plein milieu d'une cité. Mais c'est l'écran qui défile en même temps. Qu'est-ce que c'est bien fait? Qu'est-ce que c'est... Non mais je trouve ça incroyable. Là, il en parle et c'est vrai que c'est bien. Et en fait, c'est vrai que c'est bien. Nous, on sait tout ce qu'on est en train de faire. On sait aussi que, entre guillemets, on sait qu'on marche sur une tournette, mais le regard du spectateur qui a l'impression qu'on se déplace en plein milieu dans la cité, c'est de la précision quand même. Ouais, il y a quelque chose de millimétré. Oui, exactement. Nous, au final, à la fin, on commence à se croire on est en plein milieu du quartier. Vous savez plus où vous êtes. Et pendant les répétitions, c'était assez déstabilisant quand même. Vous avez dit tout à l'heure, ce film, il nous appartient un peu à tous. Moi, je trouve que ce qui nous appartient aussi un peu à tous, c'est cette bande originale qui nous permet aussi de naviguer et de lier toutes les générations. On a dit tout à l'heure que c'était un film qui était universel, avec des thématiques qui sont abordées, qui sont devenues intemporelles. Et je trouve qu'avoir réussi à réunir tout le monde aussi dans la bande originale, c'est vachement bien. Bah oui, bien sûr. Surtout que chaque artiste qui sont dans la BO...
sont différents, ont leur personnalité, ont leur personnage. Finalement, on peut assimiler ça à de l'acting, on peut assimiler ça au cinéma, au théâtre, etc. Quand on a Astérix qui interprète le titre de son rap, c'est vraiment un style de rap qui est expérimental, qui est un petit peu déluré, qui est un peu au style de Astérix. Akhenaton, un peu la vieille école. Nahir, la nouvelle école. Enfin voilà, il y a on réunit tout le monde. On réunit tout le monde, comme dans le spectacle. Ce qui frappe le spectateur, c'est évidemment l'actualité du spectacle, ou plutôt sa dimension universelle, je le disais tout à l'heure. Est-ce que vous diriez que c'est un spectacle engagé? Oui, mais est-ce que vous diriez que c'est un spectacle politique? Et si oui, à quel point est-ce que c'est politique? C'est politique de par les valeurs que ça défend. D'accord. Nous, il y a beaucoup de médias qui peuvent décrier un peu ou mettre en avant des choses qui ne sont pas forcément bénéfiques dans les quartiers. Et voilà, les médias font leur boulot, mais nous aussi, on fait le nôtre en essayant de redorer le blason et en disant qu'il n'y a pas que ça dans les quartiers. Il faut montrer une autre réalité. Il faut montrer une autre réalité qui existe aussi. Alors là, tout le monde en prend pour son grade. Le Rassemblement national, mais la France insoumise aussi de Jean-Luc Mélenchon. Finalement, ce qui est intéressant, c'est que je trouve que c'est presque plus un spectacle engagé que politique, moi. Ouais. Moi, le terme politique, je ne sais pas trop. On fait de l'art et en fait, contrairement à la politique, je ne sais pas si on représente un étendard ou si on accumule des arguments pour pouvoir contre-argumenter quelqu'un en face. Vous êtes là pour faire réfléchir, en tout cas. On est là, voilà, c'est plus une démarche artistique, c'est-à-dire on montre ce qui se passe. Le problème, après, les solutions, à toi de voir. Je ne sais pas, on ne vient pas, tu vois... Nous, oui, ça pose des sujets sur la table. Voilà, c'est ça. Ça peut être la violence, en fait, ça peut être le racisme, ça peut être la haine de la police, ça peut être la vie dans les cités. Et ensuite, chacun réfléchit et s'approprie. Voilà. C'est ce que je trouve très beau. On veut que vous compreniez, on veut que vous sachiez. On donne à voir. Voilà, on donne à voir. On donne un autre angle, une perspective, et c'est important de... Je pense que l'art, c'est un des biais qui rassemble et qui fait qu'on peut comprendre l'autre. Bien sûr, c'est une manière de se connecter. Exactement. Et de commencer à dialoguer. Et en général, c'est le début de choses intéressantes. Il y a beaucoup de références à l'actualité aussi. Les personnages, ils ont été un petit peu réactualisés, et tant mieux. Il y a Philippe Etchebest qui remplace Paul Bocuse. À la télé, c'est les Marseillais et l'animateur Éric Antoine. C'est bien aussi, je trouve, pour parler à un public plus jeune, d'avoir réussi à remobiliser finalement des têtes d'affiche qui nous parlent un peu plus. Oui, bien sûr. Et puis nous aussi, nous, on est une nouvelle génération. Oui, vous vouliez vous sentir représenté aussi. Voilà, Mathieu nous a laissé cette liberté aussi de se réapproprier le texte. Du coup, on a mis nos petites références. Par exemple, dans le film, pendant un moment, ils font un débat Pif, Hercule. C'est pas nos générations. On a mis Naruto, on a mis nos dessins animés à nous. Et puis on voulait se marrer aussi. Puis, prendre du plaisir. Éric Antoine, c'est marrant, c'est marrant, vas-y, on le met. On a vraiment pris du plaisir à faire ça avec Mathieu. Ouais. Je trouve que le rythme est assez incroyable, moi, que les 15 tableaux défilent à une vitesse exceptionnelle et que derrière, on est vraiment embarqué dans cette histoire. Et quand on sort, on a un petit moment de passage à vide. Moi, je trouve que c'est très bizarre. Quand on sort, on met un peu de temps à retrouver ses esprits et à revenir à la vie. Et je trouve que c'est assez génial de se dire que derrière, on est dans ce moment de flottement. Pour moi, c'est le signe des spectacles qui sont réussis. C'est quand je mets une vingtaine, trentaine de minutes à reprendre vraiment mes esprits et à savoir où je suis et ce que je fais là. Donc, je tenais à vous féliciter, évidemment, à féliciter évidemment Mathieu Kassovitz pour cette mise en scène qui est exceptionnelle et à vous enjoindre, évidemment, d'aller découvrir ce spectacle si vous ne l'avez pas déjà fait à la scène musicale. Ça s'appelle La haine et c'est absolument génial. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et on passe tout de suite à l'art de vivre. Merci beaucoup, je suis désolée. À bientôt. Merci beaucoup. Et on continue aujourd'hui et on parle des Bains Paris, un magnifique hôtel 5 étoiles au lieu de l'art de vivre dans la capitale qui bénéficie aussi d'un héritage formidable et d'une histoire peu commune. D'abord des thermes, avant d'être la boîte de nuit à la mode, prisée par les plus grandes stars. Le lieu a su garder une âme singulière et une vitalité vibrante qui en fait un lieu absolument hors du commun, dont on va parler avec vous, Jean-Pierre Marois. Merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Vous êtes le propriétaire des Bains Paris. Quel héritage! On va peut-être commencer par en rappeler un petit peu les grandes lignes, parce que j'imagine que c'est indissociable de ce lieu. Oui, c'est vraiment une adresse, c'est souvent galvaudé de dire une adresse iconique, mais là en l'espèce, c'est vraiment vrai, puisque c'est un lieu qui commence en 1885, donc aujourd'hui c'est le 140e anniversaire de la création de ce lieu. À l'origine, ça s'appelait les Bains Gerbois, oui. donc, dont on a ressuscité...
les parfums avec Voilà. nous. On va les montrer parce qu'ils sont magnifiques et ils font partie aussi, quand on parlait d'art de vivre tout à l'heure, évidemment, de l'âme du lieu et de l'art de vivre de la maison. Donc vous avez voulu ressusciter ces bains Gerbois dans ces flacons qui sont magnifiques, aux senteurs incroyables. On va en parler tout à l'heure, mais ça fait partie de l'âme du lieu. Ça fait partie de l'âme du lieu, puisque c'est le premier chapitre, c'est la création d'un spa totalement inédit à l'époque, ultra moderne et très luxueux. On a des critiques des journaux de l'époque, le Gil Blas, le Gaulois, etc. Il y a des confrères du Figaro et puis d'autres journaux. Qui en disaient beaucoup de bien. Qui étaient exceptionnels, de modernité, de luxe, une profusion d'électricité, ce qui étonnait à l'époque. Il y avait une machine à vapeur qui garantissait une eau à température constante. On trouvait ça exceptionnel à l'époque. Eh ben oui, bien sûr. Voilà, et puis après, donc, déjà prisé par tout le gratin de la belle époque, hein, quand même. Hein. Oui, exactement, parce que ça avait été créé par Auguste Gerbois, qui était le propriétaire du Café Gerbois, où est né le mouvement impressionniste. Donc se réunissaient là-bas Monet, Manet, Renoir, Sisley, etc. Zola a écrit sur ce lieu, et donc c'était ses amis, et ils l'ont suivi quand il a créé le spa. Donc dès le début, c'était un peu... Dès le début, c'est pas un lieu comme les autres. Oui, c'est ça. Et ça devient ensuite un lieu vraiment festif. C'est ça. Donc en 1978, le lieu, les bains Gerbois, le spa proprement dit, est fermé depuis plusieurs années. Et il est réouvert comme une boîte de nuit, restaurant, bar, salle de concert. Et c'est une vraie révolution. C'est deux jeunes gens qui devaient avoir 25-26 ans qui le créent. Ils demandent à un de leurs amis qui sort tout juste de l'école de design, qui était un étudiant, quoi, et qui refait la déco pour un budget très petit. Et cette personne, c'était Philippe Starck. Oui. Voilà, donc c'est un petit nom du design. À l'époque, oui, mais ça n'a pas duré longtemps. Son nom est devenu gros très vite. Alors, ce qui est absolument génial, c'est que à l'époque, les bains de douche, c'est évidemment le club prisé de la capitale. Toutes les stars y sont passées. C'est incroyable de redécouvrir ces photographies aussi qui sont iconiques de la maison et qu'on peut retrouver aujourd'hui au Bain Paris. Jean-Paul Gaultier, Deneuve, De Niro, Sean Penn, Kate Moss. Ça dit quand même quelque chose de ce lieu et d'à quel point les gens avaient envie d'y être. Comment est-ce qu'on utilise tout ce qu'on vient de décrire et qu'on en crée une nouvelle marque, les Bains Paris, qui cultive cet ADN, qui cultive cet héritage et en même temps qui crée aujourd'hui un hôtel de luxe? Bon, la réponse est dans la question, parce que vous avez très bien décrit. Non, mais il faut garder cette âme vibrante et en même temps, il faut proposer autre chose. Ce n'est plus le club sulfureux que c'était. Non, je pense qu'il ne faut pas être dans le pastiche et il ne faut pas être dans le muséal. D'accord. Il ne fallait pas faire une sorte de Hard Rock Café, vous savez, qui était un peu... Ça aurait été dommage, je vous confirme. Voilà, c'est ça. Donc on a cherché, c'est toujours été un endroit très exigeant dès les débuts avec Auguste Gerbois, puis la création du club qui a ouvert la même année que le Studio 54 pour donner un peu l'effervescence à New York, l'effervescence de l'époque. Donc l'idée, c'est simplement de honorer le passé, mais en le sublimant, en le réinterprétant et en le mettant au goût du jour, et puis en l'actualisant, la proposition. Bon, déjà, vous avez lancé un grand concours d'architecture pour remodeler la propriété, la repenser. Est-ce que le maître mot, c'était quand même l'audace? Parce que moi, je trouve que c'est très chic. Ouais. C'est très cocooning, on s'y sent très bien, il y a quelque chose de très élégant, et en même temps, c'est très audacieux. Quand on entre, tout de suite, on sait où on est. C'est assez atypique parce que aujourd'hui, on fête le 10e anniversaire de l'ouverture de l'hôtel, donc 140 ans du lieu, 10 ans de l'hôtel. Beaucoup de choses à fêter. Oui, exactement. On l'a bien fêté d'ailleurs. On a fait un événement magnifique. Mais ce qui est intéressant de remarquer, c'est que finalement, la manière dont on l'a réinterprété, c'était assez irrévérencieux. Et en fait, c'est ça. Plus que voilà, il fallait être irrévérencieux par rapport au passé. Il fallait pas. Donc, en fait, on a. J'aime bien ce mot, irrévérencieux. Oui. Je trouve qu'il dit quelque chose où on flirte tout le temps. On est sur cette ligne de crête. On est dans l'élégance. En même temps, on a envie de côtoyer, évidemment, ce passé qui était sulfureux. Et on ne bascule jamais dans la décadence et dans ce qui ne serait plus d'actualité au Bain Paris. Oui, c'est ça. Après, je pense qu'il y a
ça a été un endroit très élitiste. Il y a eu des moments un peu sulfureux. C'est pas non plus. Oui, on s'en fait aussi un imaginaire un petit peu caricatural. La décadence absolue. Il n'y a jamais eu de fermeture administrative. Donc, c'est déjà bon signe. C'est un signe. On va parler. Quand on entend bain-douche, on pense à bain. Ensuite, on pense à bain-gerbois. Vous nous l'avez dit, ça fait partie de l'héritage et de l'histoire du lieu. J'imagine que vous avez eu à cœur de garder cette idée-là et dans les chambres et dans le lieu. Il y a un spa avec une piscine qui est chauffée, qui elle aussi est là pour nous rappeler l'âme du lieu. Hammam, cabine de soins, etc. Mais ce que je voulais juste finir par rapport au fait de ce 10e anniversaire, mais il y a 10 ans, quand on a ouvert, et que vous disiez que c'était un peu audacieux, j'aimais à dire qu'on était l'hôtel 5 étoiles le plus à l'est et le plus à l'ouest de la capitale. J'adore. Parce que voilà. Et maintenant, en fait, il y a une pléthore d'hôtels 5 étoiles qui ont ouvert dans le centre et même dans l'est parisien. Donc ils sont toujours à l'est, mais toujours pas autant à l'ouest. Pas autant à l'ouest que nous. J'ai compris l'idée. Je vois très bien. Alors, comment est-ce qu'on cultive cet univers des bains ? C'est simplement capter les fondamentaux et une recherche toujours de... En fait, il y a deux concepts qui nous viennent en héritage. Le premier, c'est le bien-être avec les bains gerbois. Donc, on l'a dit, il y a un spa, il y a un hammam, il y a des cabines de soins. Il y a certaines chambres qui sont équipées de douches qui se transforment en hammam. Oui, c'est ça. Il y a des cabines de douche dans à peu près un tiers des chambres qui ont des hammams privés. Donc dans les chambres, ce qui est formidable, de rentrer d'une journée de travail ou de shopping ou de visite et puis pouvoir prendre un hammam dans sa chambre avant de descendre, prendre un de nos dangereux cocktails au bar, au Roxo, au bar de l'hôtel. Et donc ça... Effectivement, donc c'était juste pour honorer cette partie-là du passé. Il y a même certaines chambres, je ne sais pas si vous les avez vues, qui ont des douches extérieures. Ce qui est assez génial, amusant, sur la terrasse, incroyable. La moitié des chambres de l'hôtel, on a 39 chambres et suites 5 étoiles. Et la moitié ont des terrasses et la moitié sont plein sud. Donc on a du soleil du matin au soir. Ça, donc on a fait ce clin d'œil avec ces douches. Donc ça c'est pour le luxe, le bien-être, ça c'est très clair. Pour la partie plus festive, on l'a parlé déjà du Roxo, c'est ce bar qui est absolument magnifique. Là aussi il y a une décoration qui est très soignée, où on peut, vous l'avez dit, déguster des cocktails. On peut aussi, il y a une carte qui est minimaliste mais qui est très bien pensée pour ceux qui souhaitent consommer sur place. Et évidemment il y a le club. Dîner, oui, absolument. Donc en fait, les deux concepts historiques, c'est le bien-être, comme on vient de le voir, et moi j'appelle ça une espèce d'hédonisme éclairé. D'accord. C'est-à-dire que c'est le côté festif, tout simplement, mais comme on a vu la qualité des personnalités qui s'y rendaient et s'y rendent depuis 140 ans, il y a un côté comme ça un peu éclairé. On a énormément d'activations. On a un festival de musique qui dure 3 jours tous les ans. On fait des rétrospectives d'artistes assez importantes. On en avait fait une sur les Simonais avec des sculptures, l'intégralité de Donc c'est un l'hôtel, lieu d'art, de culture et de fête. C'est ce que vous appelez aussi l'hédonisme éclairé. C'est qu'il y a une programmation vivante et vibrante. Voilà, concerts, DJ, on a toujours la boîte de nuit qui est plus petite. Ça marche très bien. Oui, ça marche très bien. Il y a la queue tous les soirs, mais on n'ouvre que le week-end pour l'instant et certains jeudis. Et puis, voilà, on attire des personnalités formidables et c'est un plaisir. Dans cette gamme bien-être et cet héritage, il y a les parfums dont on a commencé à parler tout à l'heure. On les voit de très près. On en a un très joli visuel ici. Qu'est-ce qu'ils racontent ? Alors, en fait, il raconte très exactement l'histoire des lieux. Donc, on a 2 collections. Une collection qui s'appelle Une date, une histoire, et donc dont le nom est très évocateur. Par exemple, on a ici 1900... Purple Night 1992. Voilà, donc ça raconte une anecdote merveilleuse, typique des lieux. C'est que Prince, en 92, faisait une tournée mondiale. Il jouait à guichet fermé à Bercy, 30 000 spectateurs, et il a demandé au management de la boîte s'il pouvait avoir une table pour venir dîner après le concert, lui et ses musiciens, tous les soirs sur les 4 dates. Et il a dit, si vous mettez une batterie, des amplis, un micro, etc., peut-être qu'un de ces soirs-là, on fera un concert pour le plaisir. Donc évidemment, ils sont exécutés avec empressement. Et effectivement, un soir, il a donné un concert. Il a donné un concert gratuit, très long, phénoménal. On a des photos. Mais c'est génial. On n'a pas d'enregistrement de ça, mais voilà, ils ont joué devant 30 000 personnes, puis devant 300. Voilà, et c'est typiquement les bains. Et donc ça on a appelé ça Purple Night 1992 pour rappeler cet événement. On a 2015, le Phoenix, par exemple, qui raconte la renaissance des lieux en tant qu'hôtel. Proust, c'est en référence à l'origine des bains. En fait, oui, Proust était client des bains gerbois. Oui, tout à fait. Voilà, donc on a appelé 1900 l'heure de Proust.
Moi, j'adore les lieux qui ont une histoire comme ça et qui ont cet héritage-là et qu'on retrouve dans plein de déclinaisons. Je trouve que c'est presque, vous voyez, c'est un lieu de culture pour moi. Je me dis, quand je vais au Bain Paris, aujourd'hui, c'est un hôtel qui est magnifique, mais c'est aussi un lieu qui est chargé d'histoire. Et je trouve qu'on le sent partout et on le sent dans toutes vos propositions. Formidable. C'est assez génial de cultiver cet art de vivre parisien. En 2 mots, qu'est-ce que vous disent vos clients de ce lieu? En fait, ils comprennent très bien que c'est une expérience transversale, holistique, avec une sollicitation de tous les sens, et d'où les parfums, la musique, etc. Et donc, ils apprécient à la fois l'héritage. C'est une expérience multisensorielle, ouais, absolument. J'adore la manière de le présenter. Et on le fait aussi maintenant dans le sud de la France, au Sainte-Marie-de-la-Mer. On a ouvert un hôtel qui s'appelle les Bains Gardians et qui reprend ce thème, cette expérience yin et yang du bien-être et de pour une escapade et de l'hédonisme en dehors de Paris. Voilà. Merci beaucoup Jean-Pierre Marois d'être venu nous parler des Bains Paris sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France et de cette gamme de parfums, les Bains Guerbois. À très bientôt. Merci, et moi je vous dis à demain dans Bienvenue en Ile-de-France. Excellente soirée.